Bonsoir à tous, je suis Ludovic Meuret, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie et animation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Arthur Jam, qui est médecin anesthésiste à la Pitié-Salpêtrière, à la PHP. Il va nous dire s'il y a une vie en dehors du petit p inférieur à 0,5. 0,05, un sujet un peu mystérieux, mais bon, voilà, on va en savoir beaucoup plus, je pense, d'ici 30 minutes. Vous pourrez lui poser toutes vos questions via le chat. Moi, je me chargerai de les retranscrire pour vous auprès d'Arthur. Et puis, voilà. Donc, je laisse Arthur partager sa présentation et commencer tranquillement. Et merci Arthur d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'avoir avec nous. Eh bien, bonjour à tous. Donc, y a-t-il une vie en dehors de la valeur P inférieure à 0,05? Également, merci à Ludovic pour la qualité exceptionnelle de l'organisation de ces webinaires. C'est vraiment un plaisir de s'y connecter de fait. Alors, on va attaquer. Pourquoi faire un test statistique? C'est un petit peu d'introduction. En fait, on n'aurait pas besoin de tests statistiques si on avait des populations qui étaient parfaitement jeunes, sans aucune fluctuation d'échantillonnage et sans erreur de mesure. C'est d'ailleurs le cas dans une situation qu'on connaît bien, le jour où les résultats d'un vote, par exemple de la présidentielle, sont annoncés. On ne donne pas de valeur petit p associée à ça. On fait l'hypothèse que l'intégralité de ceux qui veulent participer ont participé et donc que ce résultat est un vrai reflet de l'échantillonnage de la population qui est réalisé. Mais la vraie vie, c'est que notre population, elle est un petit peu hétérogène. Vous voyez ici la dégradée de couleur de bleu. Et puis, il y a des fluctuations d'échantillonnage, il y a des erreurs de mesure et donc les données qu'on observe ne sont jamais exactement celles de la population générale. Et donc, on fait un test pour s'assurer que les différences qu'on observe ne sont pas liées au hasard. Et j'aime bien faire un peu d'histoire. Le premier qui s'approche de ça, c'est un Anglais à Londres qui prend les tables de naissance pendant 82 ans et qui s'aperçoit que tous les ans, il y a plus de garçons que de filles. Et donc, il dit que la probabilité que cela survienne par hasard, c'est 1 demi à la puissance 82. On sait maintenant que c'est lié à un biais de sélection des nouveau-nés, mais lui était religieux et donc il en conclut une publication sur le sujet qui s'appelle Argument for the Divine Providence. C'est donc grâce à Dieu que Dieu donne plus de garçons que de filles. Ensuite, on a Ronald Fisher, presque 100 ans plus tard, qui va faire l'hypothèse qu'on peut répondre aux questions qu'on se pose par des euh, tests statistiques. Et c'est lui qui va introduire la notion de petit p. Et un des premiers tests qu'il réalise avec une hypothèse, c'est The Lady Testing Tea. Et il a une collègue qui dit qu'elle est capable de savoir si on a mis le lait avant le thé ou le thé avant le lait. Et donc, on va faire une hypothèse et on va y répondre. On va y répondre donc avec H0 qui est l'hypothèse nulle et H1 qui est l'hypothèse alternative. On va donc soumettre H0 à un test et on va interpréter le résultat. Comment est-ce qu'on va interpréter ce résultat? On va l'interpréter avec une valeur P. Et la valeur P qu'il décrit, c'est un peu 50 Shades of petit p. On voit que ça se distribue entre 0 et 1, avec un faible niveau de preuve contre l'hypothèse nulle, et plus la valeur petit p va être proche de 0, plus il va y avoir un niveau de preuve élevé contre l'hypothèse nulle. Et la dernière personne que je souhaite introduire, c'est Karl Popper. Et Karl Popper, il dit que c'est très difficile de démontrer que tous les signes sont blancs et que pour démontrer que tous les signes sont blancs, il faudrait trouver tous les signes qui existent sur Terre, que c'est pas possible, et qu'une autre manière de démontrer que tous les signes ne sont pas blancs, c'est de trouver un signe noir. Et donc, il dit qu'une hypothèse doit être falsifiable. Et c'est ça qui nous amène donc à l'idée qu'on peut non pas dire que H0 est vrai, mais qu'on va rejeter H0.
Alors H0, on la rejette au prix d'un risque qui est le risque alpha, et donc on l'a vu avec la valeur petit p. Il y a plusieurs noms pour ça: le risque de première espèce, erreur de type 1, niveau de significativité, valeur p. Plus cette valeur est basse, plus il existe un niveau de preuve important contre l'hypothèse nulle, avec un seuil classiquement admis de 0,05. Et si la valeur p est inférieure à ça, alors il existe une différence statistiquement significative. Alors, il y a une définition mathématique à ça et on va jouer un petit peu avec. La valeur P, c'est sous l'hypothèse nulle, égale à la probabilité que l'événement d'intérêt survienne, ou qu'un événement aussi probable survienne, ou qu'un événement plus rare survienne. J'aurais pu mettre rare avec 2 R, bien sûr. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais on va l'illustrer de manière assez simple. Je tire une pièce 2 fois, et donc j'ai la distribution des probabilités possibles, avec 0,25 pour PP, 0,25 pour PF, FP, et pour FF, on a le calcul d'une probabilité, on sait faire. Et donc, si je calcule la valeur petit p de ça, j'ai remis la définition pour mémoire ici, et donc la valeur petit p de l'événement FF, c'est égal à la probabilité qu'un événement FF survienne, plus la probabilité qu'un événement aussi probable, distribué pareil, survienne, 0,25, plus la probabilité qu'un événement plus rare survienne, il n'y en a pas, et donc la probabilité, enfin la valeur petit p, pardon, de l'événement FF, elle est égale à 0,5, et donc on voit bien que la valeur petit p n'est pas directement une probabilité. Si on complexifie un petit peu les choses et qu'on lance 5 fois cette pièce, on peut calculer la probabilité de chacune de ces séries, c'est 1 sur 2 exposant 5, ou la probabilité, par exemple, de réaliser F une fois, c'est la probabilité de l'un de ces 5 événements, donc 5 fois 1 sur 2 exposant 5. Et si on calcule une valeur petit p, par exemple, de l'événement FF, c'est la probabilité que cet événement survienne, plus la probabilité que cet événement, même probabilité, survienne, plus la probabilité qu'un événement plus rare survienne, il n'y en a pas. Et donc, c'est égal à 0,0625. Et si on prend par exemple la probabilité qu'un événement F uniquement survienne, eh ben, on voit que ce n'est pas tout à fait la même probabilité que ça. Et donc, on a la valeur petit p et la probabilité. On perçoit le fait que c'est deux choses qui sont différentes. Néanmoins, il n'y a pas que des situations où on tire des pièces de monnaie en médecine, et on peut prendre l'exemple de valeurs continues comme la pression artérielle de nos sujets. On va considérer une population de sujets qui sont sains, et on va prendre la décision arbitraire que quand ils ont moins de 8 de tension ou plus de 16 de tension, même s'ils sont sains, c'est la conclusion de mon test, alors je les considère comme malades. Et cette situation où on considère que le sujet est malade alors qu'il est sain, c'est le risque alpha, et donc je vais le distribuer. On est dans le cadre d'un test qui est bilatéral par simplicité ici, de chaque côté. Donc on a alpha sur 2 de chaque côté. Et donc si on prend le cas où la pression artérielle mesurée est pile de 80 mm de mercure, 80,000, eh bien, la valeur petit p, mon écran bug, ce n'est pas grave, eh bien, la valeur petit p de ça, en fait, sera égale à la probabilité que cet événement survienne, 80,000, elle est infinitésimale, plus la probabilité que la pression soit pile égale à 16,000, elle est infinitésimale, plus la probabilité que quelque chose de plus rare que cet événement survienne, alpha sur 2 plus alpha sur 2. Et donc, si ma pression artérielle est pile de 80, ma valeur petit p est à 0,05. Et plus je vais décaler ma pression artérielle vers la gauche, plus ma valeur petit p sera basse. Et donc, j'espère vous avoir donné avec ça une introduction aux enjeux de qu'est-ce que c'est le risque alpha. Une fois qu'on a parlé de nos sujets sains, on est en médecine, malheureusement, les sujets sont parfois malades aussi. Et l'introduction de sujets malades conduit à considérer une situation
où on va mesurer une valeur de pression artérielle normale alors que le sujet est malade. Et ça, c'est le risque bêta, c'est la probabilité de mettre en évidence une différence, euh, de ne pas mettre en évidence une différence alors qu'il en existe une. Et à contrario, c'est la puissance qui est la capacité de notre test à mettre en évidence qu'un sujet est malade si jamais il l'est vraiment. Et classiquement, la puissance dans les tests est de 80 à 90%. Alors, on a vu qu'avec ça, la valeur petit p, c'est quelque chose de très carré et on va se donner l'occasion de voir que néanmoins, elle peut nous tendre quelques pièges. Alors, tout d'abord, la multiplicité des tests, et on est obligé de citer celui que nous connaissons tous, qui est Bonferroni. En vérité, on devrait surtout citer sa doctorante, qui est celle qui a publié le papier Princeps et qui a malheureusement été oubliée. Rendons-lui donc hommage. Et là, pour tenir en 20 minutes, on va être obligé de passer un petit peu rapidement. On a une table 2 par 2 et on a en ligne la situation où on rejette H0 et dans le cas où le patient est malade, on a donc un petit p inférieur à 0,05. Dans le cas où le sujet est malade, ça s'appelle la puissance. Et si on rejette cette hypothèse et que le sujet est sain, on se trompe, ça s'appelle le risque alpha. Et on va faire quelques hypothèses. On va dire qu'on réalise ce test 150 fois d'affilée. Et puis, on va dire quelque chose que le chercheur ne sait jamais, c'est que H0 est fausse dans 10% des cas. On va prendre une puissance à 80% et un risque alpha à 5%. Et là, je vous demande de me croire, mais 10% de 150, ça fait 15, 95% de 15, ça fait 12. 5% de 135, ça fait 7. Les comptes sont bons. Et donc, on se met dans la peau de la personne qui réalise ces tests. Et donc, il va voir 19 fois s'afficher une valeur petit p inférieure à 0,05, alors que, en pratique, parmi ces tests-là, il n'y aura eu que 12 fois euh, euh, l'hypothèse H1 qui aura été confirmée. Et donc, on voit que la valeur prédictive d'un test d'une valeur petit p inférieure à 0,05 quand on réalise 150 tests, elle est de 63%. Et donc, vous voyez que quand on multiplie les tests, on perd la valeur d'une valeur p inférieure à 0,05 et on prend le risque de conclure à tort qu'il existe une différence. Et là, vous me dites, oui, mais bon, 150 tests, c'est beaucoup, Arthur. Et John Ioannidis, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup avancer la recherche en recherche. Et là, il s'est amusé, il prend 50 ingrédients tirés au hasard. Et pour ces 50 ingrédients, il fait 50 revues systématiques pour identifier si ces ingrédients sont associés à un risque de cancer. Et il s'aperçoit qu'il y a 264 études différentes. Déjà, on a largement dépassé mes 150 tests de la diapo d'avant. Et il regarde la distribution des risques. Et en fait, là, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, basé là-dessus, bah, si vous m'envoyez à la télé, je trouverai très facilement des études pour dire que les olives ou les carottes diminuent le risque de cancer. Je trouverai aussi quasiment que des études qui vont dans le même sens pour dire que le sel, le porc ou le bacon augmentent le risque de cancer. Mais à contrario, si par exemple vous souhaitez m'envoyer parler de café, eh ben, je pourrais très facilement vous trouver 4-5 études qui disent que ça augmente le risque de cancer, très facilement trouver des études qui disent que ça protège du risque de cancer. Et puis si vous me demandez d'être neutre, je serai neutre. Bref, à partir du moment où on multiplie les études et donc les tests, eh bien, on se retrouve à pouvoir conclure absolument ce qu'on veut sur n'importe quel sujet. Prenons par exemple l'hydroxychloroquine dans la COVID-19. Il y a 106 essais randomisés, et je crois que maintenant un petit peu plus, qui ont été publiés. Et donc, de toute bonne foi, je peux aller à la télévision et présenter 1, 2, 3, 4, 5, que sais-je, études extrêmement bien faites qui démontrent que l'hydroxychloroquine est efficace sur la COVID-19. Ça, c'est en particulier soutenu et ça soutient l'idée qu'il faut d'abord faire les hypothèses avant de réaliser les expériences et qu'ensuite il faut analyser.
Et actuellement, on a tendance à être piégé parce qu'on a énormément de données qui sont de plus en plus facilement disponibles et ça peut nous conduire à faire des hypothèses. Et si on fait les hypothèses avant d'avoir conçu les expériences, eh ben, on risque de s'amener à des conclusions un petit peu trichées qui sont très bien illustrées par cette sorte de roulette russe où en fait on peut conclure n'importe quoi sur n'importe quoi. Alors, rapport de biais sélectif, c'est le fait de ne pas publier, de ne publier que les études dont les résultats sont positifs. De nouveau, l'équipe de Ioannidis qui démontre que si on fait un énorme aspirateur à abstract dans PubMed, eh bien 85, 90 à 100% des études qui sont publiées ont au moins une valeur petit p inférieure à 0,05 dans l'abstract. Alors ça, il y a deux options. Soit les chercheurs ont toujours raison sur les études qu'ils conduisent, soit eh bien, il y a un biais au niveau des publications qui sont réalisées, et la méthode adéquate pour adresser ça, eh ben, c'est d'utiliser des revues systématiques, et par leur côté systématique, elles vont aussi aller chercher les choses qui ne sont pas publiées ou alors qui sont un petit peu cachées. L'estimation de l'effet traitement, c'est aussi un piège de la valeur petit p. Vous avez sur la gauche ici deux intervalles de confiance avec des effets traitement qui sont exactement similaires. Et vu que la puissance est différente, les valeurs petit p ne sont pas les mêmes. Et à l'inverse, on a à droite des situations où les effets traitement sont différents alors que les valeurs petit p sont, elles, identiques. Il ne faut donc pas se suffire d'une valeur petit p pour interpréter le résultat d'une étude et il faut interpréter avec les paramètres de distribution. Encore un autre piège, l'effet seuil. L'effet seuil, on l'a dit, Fisher, quand il conçoit la valeur petit p entre 0 et 1, c'est quelque chose qui est continu. Et plus on est vers 1, moins on a d'arguments pour rejeter l'hypothèse nulle. Et donc, il y a un continuum entre ce à quoi on doit croire et la valeur petit p. Et nous, en fait, dans notre usage de la valeur petit p, on voit qu'il y a une dichotomisation qui est nécessaire pour pouvoir porter des conclusions, mais qui se détache un petit peu de l'usage initial qui était, pour lequel la valeur petit p était conçue. Et on pourrait questionner petit p 0,049 ou petit p 0,051. Est-ce vraiment différent? En fait, mathématiquement, ce sont des choses qui sont extrêmement proches. Alors, fini les pièges, on va essayer d'apporter des solutions pour essayer de mettre un petit peu en relief la valeur petit p. La première, c'est est-ce qu'on pourrait se dire, bah, on ne va pas utiliser une petite valeur petit p à 0,05, mais on va utiliser une valeur plus petite. Et il y a des gens extrêmement sérieux, Nature, The American Statistician, le JAMA, qui ont fait des éditoriaux pour défendre le fait qu'il faut utiliser des valeurs petit p plus basses que 0,05. Et d'ailleurs, il y a des domaines en sciences comme la génomique ou la physique nucléaire où des valeurs beaucoup plus basses que 0,05 sont utilisées. Donc, en effet, c'est possible. L'argument, c'est, on l'a vu tout à l'heure, 67% de valeur prédictive positive. Si jamais je diminue ma valeur petit p par 10, je passe ma valeur prédictive positive à 94%. Donc, je suis content. Et probablement qu'ainsi, j'augmente la reproductibilité des conclusions positives des études. Néanmoins, si je réalise cette même division par 10 de la valeur petit p, eh ben, j'augmente l'effectif nécessaire dans chacune des études pour mettre en évidence une différence similaire de 70%. Et donc, je réduis la capacité des chercheurs à répondre à leurs questions de recherche. Et donc, on voit qu'il y a un équilibre qui se dessine, ce d'autant que le fait de réduire la valeur petit p ne résoudrait pas tous les autres problèmes qu'on a pu évoquer. Autre chose s'appelle l'index de fragilité. Alors, avant de parler d'index de fragilité, on va introduire une étude qu'on connaît tous plutôt bien, qui est le fait de mettre en hypothermie des patients après un arrêt cardiaque avec un rythme non choquable. Et on voit que dans cette étude, il y a 10% de patients qui ont un devenir favorable dans le groupe hypothermie, 5% de patients qui ont un groupe efficace dans le groupe normothermie et la valeur petit p qui est à 0,04. Et donc l'index de fragilité, c'est le nombre de sujets
dont l'état devrait passer d'un bon critère de mauvais jugement à un mauvais critère de jugement pour que le critère de jugement, pour que la valeur petit p qui était significative devienne négative ou vice-versa. Et donc, on reprend exactement les données de tout à l'heure et on va transformer un patient d'un groupe à l'autre. Et donc, on a pris un patient, toc, qui est passé dans le groupe évolution défavorable et on voit que la valeur petit p passe supérieure à 0,005. L'index de fragilité de cette étude est 1. Alors, est-ce qu'on doit conclure que cette étude est fragile? Je ne crois pas. Est-ce qu'on doit conclure que cette étude est parfaite? Peut-être, parce que comment est-ce qu'on calcule le nombre de sujets nécessaires dans une étude? C'est le nombre minimum de patients qu'on a inclus euh, pour mettre en évidence la différence qu'on cherche. Index de fragilité 1, étude parfaite. Vous voyez que l'objet n'est pas de dire qu'une étude est bien ou pas bien, mais que l'index de fragilité est un élément parmi d'autres qui enrichit notre lecteur, notre lecture de la valeur petit p. Alors on pourrait se dire, bon, tu as fait exprès de choisir la seule étude publiée dans un grand journal en réanimation où on met un index de fragilité qui est bas. Bah non, en fait, on voit que les index de fragilité sont souvent bas. Et j'ai envie de dire tant mieux. Ça veut dire qu'on n'inclut pas souvent beaucoup trop de patients dans les études qu'on conduit. Je vais conclure avec une petite introduction sur la probabilité pré-test. On reprend notre tableau tout à l'heure, on va passer vite. Et la seule chose qu'il faut lire dans cette grande myriade de chiffres, c'est qu'ici, on avait dit 10% d'hypothèses fausses. Et on voit que quand on fait varier ce pourcentage, 5%, 30%, 90%, eh bien la valeur prédictive positive d'une valeur petit p inférieure à 0,05 observée augmente. Et le message de ça, c'est que plus l'hypothèse sous-jacente est probable, plus il faut croire dans la valeur petit p inférieure à 0,05 qu'on observe. Et là, je vais introduire une deuxième étude, Eolia, l'ECMO chez les patients en ARDS, petit p 0,09 avec un intervalle de confiance, on va le voir, qui croise de justesse 1. Et donc, la conclusion, ce serait de dire, on arrête l'ECMO dans le SDRA. Et ben, en pratique, évidemment, c'est pas ce qu'on a fait. Et pourquoi? Bah, parce que sinon, le patient, il a 39 de température. Et puis des expectorations purulentes, qu'il est hypoxique, qu'il est hypotendu. Puis, je ne sais pas pourquoi, je fais une radio du thorax, elle est normale. Est-ce que sur la base de cette radio du thorax normale, je ne vais pas prescrire d'antibiotiques? Bah, très certainement si. Parce que je fais une lecture bayésienne du résultat de cette radio du thorax et qu'on peut faire la même chose pour les résultats des études. Et de manière très élégante, les auteurs de Eolia ont proposer la gymnastique d'esprit qui permet de comprendre comment ça marche. Et donc là, il y a l'étude Eolia qui est publiée, on l'a vu avec un intervalle de confiance qui croise 1, et ils disent que donc on peut faire une interprétation bayésienne de cette étude en introduisant un facteur d'analyse qu'on appelle le prior, que eux, ils ont décidé de mettre à 0,64 probablement, et en introduisant ce facteur d'analyse dans les analyses statistiques de l'essai, eh bien, on voit que le risque relatif diminue un petit peu, que l'intervalle de confiance passe en dessous de 1. Alors, est-ce que c'est triché? Eh bien non, dans cette étude, les auteurs expliquent très bien que, évidemment, si on le fait après avoir réalisé l'étude, c'est triché, mais que tout l'enjeu, c'est de le prévoir à l'avance. Et donc, quand vous lisez une analyse bayésienne d'une étude, eh bien, les questions à vous poser, c'est est-ce que c'était bien prévu à l'avance? Comment est décidée la valeur de ce qu'on introduit ici? Et c'est ça qui permet, entre autres, d'évaluer pour un béotien comme nous euh, la qualité et la crédibilité d'une analyse bayésienne. Alors, en conclusion, la valeur petit p, sa définition précise, elle est complexe, elle n'est pas si utile au quotidien. La valeur petit p, elle doit très certainement être interprétée dans un contexte. Elle n'est certainement pas le reflet du niveau de preuve, de la force de l'association, de la pertinence clinique de la différence, ou même tout simplement de la présence de biais. Et elle est très facilement manipulable, peut-être trop facilement manipulable. Voilà, je vous remercie et je suis à l'écoute de vos questions. J'arrête le partage d'écran. Merci beaucoup, Arthur. C'était passionnant.
Alors, j'avoue qu'il y a deux, trois petits coins où moi, je suis un petit peu hors de mes limites, mais je vais quand même essayer de poser des questions pertinentes sur un sujet où tu parlais de béotien tout à l'heure, je crois que tu n'en es pas un. C'est clair, voilà, moi sans doute, mais pas tout. Voilà, donc on voit là que bah, tu me parles du petit p, de ce seuil-là de significativité arbitrairement fixé à 0,005. Est-ce que tu sais si, tu nous le dis un petit peu, mais dans d'autres domaines, il est fixé à une autre limite? Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué. Je vais me remettre en partage d'écran ici. Et on le voit, donc oui, il y a des situations comme la génomique, la physique nucléaire, pour faire décoller une fusée. On utilise un niveau de risque de l'ordre de 1 sur 1 million, 1 sur 10 millions. Pour administrer un médicament à un patient, on accepte un niveau de risque à 1 sur 4, 1 sur 20. Euh, Pourquoi? C'est Oui, parce c'est qu'en ça. fait, quand on fait des modèles mathématiques, on peut faire tourner ce modèle mathématique, ça ne coûte que l'ordinateur pour lequel on va multiplier les tests. Quand on fait ça avec des patients, eh ben, c'est qu'en fait, on augmente de manière drastique le risque. Mais si jamais on considère des études où on a très facilement énormément de patients, comme par exemple des études sur le PMSI en France, donc dans de très grands groupes, où on va mettre 1 million de patients dans chaque groupe, eh ben, les gens qui sont spécialistes du PMSI, il y en a un certain nombre qui recommandent de ne plus utiliser de valeur petit p. Parce que sinon, on a des chiffres à 5 niveaux derrière la virgule qui varient qui conduisent à une différence statistiquement significative. Donc, oui, on peut réduire la valeur petit p, on peut même faire disparaître la valeur petit p si on veut. Dans ces cas-là, il faut regarder les intervalles de confiance, entre autres. Ok, donc c'était ça ma question, voilà, parce que là, on sent bien que le petit p, bah, il a ses limites, peut-être même peut-être pas lui-même, mais en tout cas dans la façon dont on l'interprète, la façon dont on l'utilise, dont on le comprend. Alors, qu'est-ce que ce serait quoi la solution pour le mieux l'utiliser, mieux le comprendre? Ce serait pas de le considérer tout seul, Exactement. Exactement. Je crois que vraiment le message de ce topo, c'est pas du tout de dire que la valeur petit p, c'est pas bien. Actuellement, c'est nécessaire. On construit notre evidence-based médecine là-dessus, à tort ou à raison. Et si on choisit de l'acheter à la poubelle, on n'a pas grand-chose pour la remplacer. Mais je crois que vraiment le message, c'est d'instaurer des dimensions complémentaire au petit p, avec l'index de fragilité, avec la lecture des intervalles de confiance, avec la recherche des biais, avec l'observation des effets traitement. Et par cette triangulation de l'information, on vient compléter ce qu'est la valeur petit p toute seule, qui en soi, par elle-même, en effet, est un petit peu pauvre. Alors, d'où ça peut venir, là, cette mauvaise utilisation, cette mauvaise compréhension? C'est qu'on est dans un monde où il faut aller vite et on va vite au plus court. On a un chiffre là et on s'en sert de toute façon, c'est ça, ça tombe à gauche ou à droite, si on est content. Ou est-ce que c'est peut-être par la formation qu'on pourrait améliorer la compréhension? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? très certainement par la compréhension, donc par la formation. Néanmoins, on garde une situation où on a besoin de conclure. On fait une hypothèse et cette hypothèse s'appuie sur un seuil donné, on l'a dit, on peut le changer si on veut, et on va conclure là-dessus. S'affranchir de ça, c'est ne plus se donner de règles de décision, donc ça reste néanmoins actuellement quelque chose qui est nécessaire. Et conclure trop rapidement, ça a un nom, ça s'appelle le spin, et parfois les auteurs le font spontanément en embellissant un petit peu les résultats dans leurs conclusions, et on peut voir l'information qui, de la valeur petit p, vers la conclusion, vers le communiqué de presse, vers ce qui apparaît secondairement dans la recommandation pour les praticiens, et ben, l'information se déforme, et c'est à chacun d'entre nous d'être attentif et de revenir à la source de l'étude en autant que possible, lisant les études qui nous sont partagées. J'avais une question également. Donc là, tu parles tout l'intérêt de cette thématique, là, du petit p, là, ce qu'on en fait, comment on l'interprète, comment on le comprend, est-ce qu'on le prend tout seul, est-ce qu'on triangule les, euh, les valeurs pour avoir une meilleure compréhension des résultats d'une étude. Mais est-ce que ça n'a pas, tu en as parlé un petit peu, mais un biais également, c'est que ça favorise la publication des études à un résultat positif. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Et dans
on l'a vu, j'avais une diapo qui illustrait le fait qu'il y a au moins une valeur petit p dans quasiment 90% des abstracts qui sont dans PubMed. Et je vais me remettre dessus parce qu'il y a quand même quelque chose qui est intéressant que j'ai pas. C'est où? C'est juste ici. Toc, 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 toc. Et voilà. Ici. Et on voit au bout de cette diapo que néanmoins, ça se casse la figure en 2015. Ça baisse. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et en fait, une des choses qui fait qu'il se passe quelque chose, c'est que depuis 2011, 2012, quelque chose comme ça, si vous êtes un laboratoire et que vous n'avez pas déposé votre étude sur Clinical Trial et que vous publiez un résultat, eh bien la FDA ne remboursera pas et n'accréditera pas votre médicament. Et donc, en fait, ce processus de prédéclaration des études, en forçant les investigateurs à déclarer de manière systématique leurs résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est vraiment un incitatif très fort. Et on voit maintenant que quand même de plus en plus, y compris dans des très grands journaux, il y a des études négatives qui sont publiées. Et d'ailleurs, en anesthésie-réanimation, c'est un de nos problèmes. Quasiment 80% des études qui sont faites en anesthésie-réanimation sont des études négatives. Mais ça, c'est l'objet d'un autre topo. Ça me fait penser à ce que tu es en train de dire, à la question de la science ouverte qu'on avait abordée dans un lundi précédent avec Clara Locher, une méthodologiste du CHU de Rennes. Parce que tu parlais tout à l'heure donc de ça, justement de publier des études négatives, de cette particularité du domaine de l'anesthésie où on en a beaucoup, et puis aussi du fait que bah, d'autres méthodes peut-être alternatives, dont je te poserai une question après dessus, mais ou petit p, bah, ce sont pas de la triche, ne sont pas assimilables de la tricherie si on a prévu les choses à l'avance et si les choses sont exposées de façon claire dans le protocole, dans les publications. Tout à fait. On peut, par exemple, une des formulations des études bayésiennes, c'est de dire il y a 90% de chances que ce résultat soit positif, ou tout simplement dans des analyses plus conventionnelles, plutôt que de donner un petit p, on peut dire il faut traiter 45 patients pour éviter un événement. Donc, il y a des manières d'exprimer les résultats alternatives à la valeur p et qui permettent de dessiner le bénéfice de l'effet traitement pour les patients de manière tout à fait certaine. C'est ça, donc ce sont les statistiques bayésiennes, hein, c'est ça? Alors, les C'est statistiques reconnu. bayésiennes, c'est un mode d'analyse et ça ne préjuge pas de comment on présente les résultats. Et les analyses bayésiennes, bah, pour des gens, on va dire, qui sont des professionnels de santé comme nous et qui ne sont pas des statisticiens, c'est des choses qui viennent à nouveau encore plus compliquer qui viennent complexifier encore notre capacité à interpréter les résultats. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut qu'on se fasse aider et qu'on travaille avec des gens dont c'est le métier. Vous avez évoqué Clara Locher, qui est un excellent exemple de gens qui sont là pour faire le pont entre des statistiques complexes et notre besoin à nous cliniciens d'interpréter les résultats de manière parlante. Bah, ce que tu dis là, ça m'amène à ma dernière question. Là, quel avenir tu vois justement pour le petit p? Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de design qui auront pris en compte une analyse bayésienne? Est-ce qu'il y aura d'autres modèles? Comment tu vois les choses dans le futur? Ou alors on va rester sur le petit p et puis bah, il faut continuer à se former, à mieux le comprendre, à mieux l'utiliser. Comment tu vois les choses? Je dirais qu'il y a eu un vrai buzz il y a quelques années pour remettre en cause le petit p. Que le fait est que le diminuer beaucoup, ça a un coût extrêmement important en termes de nombre de sujets nécessaires Mm. et que mettre autre chose à la place, on n'a pas encore vraiment identifié quoi et que je ne vois pas le petit p disparaître dans les prochaines années. J'espère néanmoins que de plus en plus, les investigateurs des études seront incités à inclure dans leurs études des choses qui enrichissent le petit p, comme la fragilité d'une étude ou comme des modalités d'expression du bénéfice de l'effet traitement qui sont parlantes pour les cliniciens. Et alors, est-ce que tu sais, juste alors, dernière question, est-ce que tu sais si ce dont tu viens de parler là, est-ce que c'est encouragé par les revues, les grandes revues? Je ne crois pas que ce soit quelque chose de particulièrement encouragé par les grandes revues. Ce qui est encouragé, et c'est encouragé par la loi
aux États-Unis, entre autres, et par les bonnes pratiques, par l'intégrité scientifique partout et entre autres en France, c'est de publier l'intégralité des résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé au cours des 10 dernières années, où maintenant, il faut amener à publication, y compris les résultats négatifs. C'est quelque chose qui passe de plus en plus dans la culture des chercheurs et de plus en plus dans la culture des éditeurs. Ok, merci beaucoup Arthur pour toutes ces précisions. Je peux juste te laisser départager ton écran, j'invente des nouveaux Ouais, verbes. sûr. Je te remercie. Voilà, donc un grand merci à nouveau Arthur d'avoir accepté notre invitation. Eh Donc, bien, très merci content beaucoup. et très fier de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce lundi du rare numéro 22. Je vous donne rendez-vous le 13 mai, 18h toujours. Nous recevrons le docteur Osama Abouarab, qui était un des experts qui est, de la RFE SFAR sur l'optimisation hémodynamique périopératoire, qui vient de sortir à la dernière ISFAR, c'était le 30 mars, si je ne me trompe pas. Donc, le docteur Osama Abouarab, il est médecin anesthésiste au CHU d'Amiens-Picardie. Donc, un sujet intéressant, et je sais que c'était une RFE qui était très attendue. Voilà, qui va nous en tirer la substantifique moelle euh, pour nous. Donc, vous remercie à nouveau, Arthur, les gens qui étaient présents, et puis je vous indique que cette vidéo sera présente en replay sur notre chaîne YouTube en fin de semaine, et que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur le site internet www.rare.bzh. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.